Salut Catherine, salut Pablo. Salut, Salut, salut. salut. Débrief du dimanche, on va parler de l'affaire Abad, évidemment. Je vais vous demander si Borne a essayé de changer la donne par rapport à ses prédécesseurs. On ira aussi faire un tour du côté des candidats aux législatives de la NUPES, si vous en avez entendu parler, ou si, comme moi, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de campagne législative. Et puis, vous avez lu, comme moi, ce papier dans Le Monde daté de ce week-end, qui pose la question de savoir si Olivier Faure est le sauveur ou le fossoyeur du PS. Et on reviendra évidemment en allant sur ce terrain-là, sur les candidats dissidents à gauche. Mais ça nous intéressait, et je pense que ça va intéresser aussi celles et ceux qui nous regardent. Et encore une fois, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et puis n'hésitez pas encore une fois de cliquer, ou de ce côté-là plutôt, c'est plutôt par là, pour vous abonner à notre chaîne et à le faire savoir et à commenter. Petit retour quand même sur cette affaire Abad parce que on a tous eu le sentiment que, enfin, bon, j'ai eu le sentiment perso le dimanche dernier peut-être que la première ministre réagissant à cette affaire, je ne sais pas si elle découvrait, mais j'ai le sentiment qu'elle a pris la mesure de ce qui se passait et que dans ses propos, quand elle disait qu'elle venait d'apprendre la nouvelle, qu'elle n'était pas au courant, euh, ce qui peut être vrai, hein, parce que Mediapart raconte que son cabinet était au courant, que l'Élysée était au courant, mais comme moi, ma conviction, c'est qu'Elisabeth Borne n'avait pas franchement envie d'avoir Damien Abad dans son gouvernement. Si en plus on lui avait annoncé qu'il y avait cette affaire qui était derrière lui, c'est pas un problème que ça lui faisait des arguments de plus. Bon, bref, peu importe, on ne sait pas si elle savait pas, c'est pas ça le sujet. La question, c'est que quand même, elle a pris enfin, si, c'est un peu ça le sujet, c'est vrai, mais Ah, ouais. elle a quand même réagi en disant que enfin, je trouvais qu'elle prenait le contre-pied de ses prédécesseurs, que ce soit Philippe ou Castex. Elle a dit s'il y avait de nouveaux éléments judiciaires, elle n'hésiterait pas une seule seconde et qu'elle irait vite. Mon sentiment à moi, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'elle a eu l'envie d'aller vite et voire de mettre en retrait son ministre Damien Abad aux solidarités et au handicap, et que Macron l'en a empêché. Reste que cette affaire reste quand même très présente dans les médias, que lui, visiblement, il est quand même très protégé par Emmanuel Macron qui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a eu cette fameuse jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence Darmanin, où s'il était question de débarquer à Bad, il faudrait débarquer Darmanin et peut-être d'autres d'ailleurs qui sont aussi mis en examen pour d'autres sujets. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, parce qu'on est toujours en pleine actualité de Abad? Moi, Vas-y, Catherine. oui, bon, moi, j'ai le sentiment qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir. Je sais pas enfin, en tout cas, ceux qui ont désigné Abad ministre savaient. Parmi ceux-là, certains savaient. Ça ne pouvait pas être un secret qu'on n'a pas pu les tenir non informés au plus haut sommet, c'est-à-dire il est impensable que Emmanuel Macron n'était pas au courant. C'est absolument impossible puisque le signalement avait été porté à la connaissance des présidents de groupe à l'Assemblée nationale, LREM et LR. Donc c'est impossible que c'est pu être masqué. Ça veut dire que c'était donc suffisamment important d'afficher une prise de plus, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'autres Ouais. élargissements, en fait. Hein. Donc, Abad, c'était… s'il n'y a pas Pendiaï, on peut dire… Enfin, je ne sais pas si c'est pas une prise politique, pas Pendiaï, c'est une… Ouais, c'est un C'est symbole, oui, un symbole de société, mais ce n'est pas une prise politique. Donc, ça, c'est le… ça aurait dû être une des surprises de ce remaniement et finalement, on en a peu assez entendu parler à cause de l'affaire Abad. L'affaire Abad a recouvert tout et ça, évidemment, c'est pas un très bon buzz pour le gouvernement. Loïc Leclerc tient depuis 5 ans la liste Ouais. régulière, mise à jour de tous les mises en examen et de tous ceux qui ont des problèmes avec la justice dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, dans les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Donc, on va pouvoir compléter cette liste un peu plus. Donc, la République exemplaire, ce n'est absolument pas plus l'ordre du jour. D'ailleurs, il ne l'a pas redit. Hein. Il n'a pas eu cette prétention. Le quinquennat, la grande cause du quinquennat, tout le monde savait que c'était une blague et c'est absolument confirmé. Voilà, tout ça, c'est affreux, c'est la déliquescence, pour moi, une déliquescence politique de l'État, du sens des responsabilités. Enfin, je ne comprends même pas comment on a pu en arriver là, quoi, quand on a Il y a, un type. il y a Voilà. eu des, il y a eu des,
Il y a eu des manifestations à Paris et ont été scandées gouvernement de la honte. Finalement, c'est quoi Bon, le signal qui est envoyé? Il y a pas mal de féministes qui ont dit, en fait, le signal qu'on envoie, c'est qu'on n'écoute pas les femmes. Et surtout, quand on voit les affaires qui ont précédé celle de l'affaire Abad, que ce soit des affaires de viol, d'agression Darmanin. sexuelle ou des affaires, ou d'autres affaires d'ailleurs, il a été beaucoup cité le cas Rugy, qui démissionne pour moins que ça, quand même. C'est aussi ça le signal qui est envoyé, c'est que il y a un deux poids, deux mesures sur, selon si ça concerne des affaires d'agression, de violence sexuelle, que d'autres affaires de justice. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait juste. Après, je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Damien Abad reste dans le gouvernement, c'est une raison qui est éminemment de l'ordre du politique, voire du moral. C'est-à-dire que c'est pas parce que Damien Abad est une grosse prise pour le gouvernement, c'est pas une grosse prise. Enfin, personne ne connaît Damien Abad. Il avait beau être le patron des Républicains à l'Assemblée nationale, c'est pas non plus une personnalité de premier rang, on va dire, des Républicains. Donc, si Emmanuel Macron, si au sein du gouvernement, il décide de le garder, c'est pour en fait cranter quelque chose au niveau des gens qui sont accusés d'agression sexuelle. Et ce que dit le gouvernement, le signal, comme tu dis Pierre, qui est envoyé par le gouvernement, c'est forcément mais c'est tant que la justice ne s'est pas prononcée et n'a pas déclaré en quelque sorte la culpabilité de l'accusé, on ne fera absolument rien. Ce qui est un énorme problème, puisque genre, on le sait, il n'y a que 1 à 2 des agressions sexuelles, enfin des viols, qui aboutissent à une condamnation, c'est-à-dire qui font que, au final, le viol est reconnu comme étant un viol. Donc, en fait, comme la justice ne marche pas en fait qu'il y a une défaillance profonde de la justice en matière de harcèlement, de violence sexuelle et de viol, nécessairement en fait on attend du politique que à son endroit, à l'endroit du politique, il fasse bien les choses. Et il essaye de trouver les voies et moyens pour être du côté du féminisme, être du côté des femmes victimes. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et c'est Ouais. pas le cas, et tu l'as très bien dit, Pierre, c'est parce qu'il y a ça pourrait faire jurisprudence, enfin, dans leur tête en tout cas, ça pourrait faire jurisprudence. Il faudrait donc débarquer aussi Gérald Darmanin, et il faudrait peut-être en débarquer. Enfin, c'est une vraie question en fait qui se pose, hein, parce que si à l'avenir, par exemple, une femme accuse une personnalité, par exemple, du gouvernement, est-ce qu'à ce moment-là, il pourrait débarquer? En fait, il faut aussi se poser la question de, là, en l'occurrence, ces deux femmes, comme l'a très bien expliqué Mathilde Viau, qui est une des cofondatrices de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, dans la midinale de jeudi, ces deux femmes, en fait, qui ne se connaissent pas, qui rapportent deux faits de violences sexuelles à la même entité, mais qui ne se connaissent pas. C'est très important, en fait, pour valider la véracité des faits. Justement, sur ces deux femmes, l'une d'entre elles a hélas opté, enfin hélas, je ne sais pas s'il faut dire hélas, mais en tout cas, le fait est que la justice a prononcé un non-lieu. La deuxième femme, on ne sait pas où elle en est dans sa réflexion et dans son processus qui peut peut-être l'emmener à déposer une plainte. Et Catherine, tu es d'accord avec ce que vient de dire Pablo? Compte tenu du fait qu'on n'a pas les éléments judiciaires, à partir du moment où on n'a pas les éléments judiciaires, ça devient une affaire politique et c'est sur le plan politique qu'il faut régler ça. Et en l'occurrence, Macron a tranché la question politique comme ne l'a pas fait. C'est pas un parallèle que je veux faire, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que de la même manière, sur le cas Tahabouaf, la question a été tranchée sur le plan politique aussi. Alors moi, ce que je note, c'est que les féministes sont en train de le porter à un niveau supérieur avec cette espèce de slogan qui est en train de tourner « Ne portez pas plainte », c'est-à-dire de mise en cause du fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que là, elles sont en train de dire on ne peut plus s'en tenir à cette apparence de justice parce que les conditions dans lesquelles elle est rendue, contrairement à d'autres pays, alors je ne me suis pas vraiment renseignée, mais j'ai lu des papiers disant que le Canada réglait de façon très différente cette question et de façon beaucoup plus favorable, alors que j'imagine qu'il n'y a pas plus de constats sur le fait d'agression sexuelle, mais au Canada, on prend vraiment en compte les plaintes des femmes, voire des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et il me semble qu'au fond, maintenant, la question
on ne peut plus s'en tenir à ce qui vient de se passer depuis 3-4 ans, c'est-à-dire à une parole qui s'expose de plus en plus dans le domaine public. Ça, c'était le préalable. Maintenant, il faut régler la question sur le fond, c'est-à-dire, d'une part, évidemment, délégitimer complètement les agressions sexuelles, la violence sexuelle, etc. Ça, c'est la première chose fondamentale. Et la deuxième, qui est de trouver les modes de fonctionnement de la justice et de la police pour que justice soit rendue et que les femmes ne soient pas inquiètes et que les hommes, par contre, eux, soient très inquiets que leurs agressions, voire viols, ne resteront pas impunis, comme c'est le cas, comme l'a rappelé Pablo, dans 98% des cas. Allez, un dernier point quand même sur ce sujet, parce que moi, c'est un truc qui m'a fait bondir. J'ai entendu énormément de personnes défendant le choix du gouvernement de ne pas débarquer à Abad. C'est consistait à dire, après tout, il est candidat aux législatives. Macron a fait de cette candidature la possibilité de se maintenir ou pas au gouvernement. Enfin, C'est un pardon, mais cynisme absolu. on est d'accord. Enfin, le type sera accusé Un de cynisme meurtre. On dirait, mais ça va être épouvantable. les électeurs qui vont trancher. C'est quoi cette histoire? Non, c'est épouvantable. Je pense qu'il lui met une grosse gamelle, il a envie que les électeurs le débarquent. Là, maintenant, je pense que ça arrangerait sans doute ses plats. Il fait Que partie les de ceux pour qui électeurs ça va le être débarquent. compliqué. Hein, mais... Certainement, mais je trouve ça franchement scandaleux, quoi. Ce type Mais est un lâche. c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que des partis de droite investissent des gens qui sont ou bien accusés ou bien qui ont été condamnés. Il y a guère que, encore une fois, c'est un rapport à la justice. C'est-à-dire que pour aujourd'hui La République en marche, il n'y a, ou presque, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont débarqué Jérôme Perra, hein, un candidat qui avait été condamné pour des violences conjugales. Ouais, Il a été débarqué au terme d'une… Oui, oui, ils ont ramé, j'en conviens tout à fait. Il y a eu une campagne, notamment sur les réseaux sociaux et relayée par de nombreuses féministes, et ils ont fini par le débarquer. Là, la campagne contre Haddad, elle est à la hauteur, elle est même supérieure à ce qui s'était passé contre Jérôme Perra. Mais ils tiennent. Et ils tiennent, tu le rappelles, c'est encore une fois la question du rapport à la justice. C'est la seule chose qui les intéresse. Enfin, Emmanuel Macron et le gouvernement et la République en marche, en fait, il n'y a que la question de l'inéligibilité. S'ils sont condamnés pour inéligibilité, alors ils diront, ah bah oui, bah là, il ne se présente pas. Mais évidemment, il ne peut pas puisque la justice l'empêche de concourir. Mais tout le reste, en fait, dans leur tête, ils doivent considérer qu'il n'y a que la justice, en fait, qui fait de la politique. Mais c'est une grave erreur, en fait. Ils font de la politique. C'est à eux, en tant que parti politique, par leur pouvoir d'investiture, par leur pouvoir de nomination au gouvernement, c'est à eux aussi de faire des choses. Mais ils ont l'impression que, voilà, je pense que c'est un état d'esprit qui dépasse, hélas, la question des violences faites aux femmes. Comme si la justice, aujourd'hui, ou les cadres réglementaires étaient les seuls, en fait, à pouvoir Tu sais à quoi ça me fait pratiquer de la penser? justice et à changer la vie des gens. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est à l'optimisation fiscale. Puisque c'est Oui, légal. voilà, exactement. C'est légal, donc c'est bien. Fiscale, Bah non. c'est légal, donc on peut le faire. Ouais. Là, tant que vous n'êtes pas topé par la justice, on ne peut rien vous reprocher. C'est-à-dire qu'il n'y a donc, bon, d'abord ça quand même, malgré tout, ça pose quand même la question de la justice, ça pose la question des règles et des lois, malgré tout. Et il y a eu le débat récemment sur le délai de prescription, etc. Des féministes voulant rendre imprescriptible ce que je ne partage pas, hein, mais c'est une question qui s'est posée, Ouais, on en a déjà la parlé. prescription des crimes sexuels. Donc, il y a bien une question de cadre et de loi. Et puis, enfin, il y a la responsabilité, en effet, en politique, de dire ce à quoi on accorde de l'importance. Voilà, et là, il se défausse complètement, ce qui est… Bah, je ne sais pas comment ça peut tenir, ce truc. Enfin, franchement, le gouvernement, je ne sais pas comment ça peut tenir. Ouais. Ils sont déjà pas hyper légitimes politiquement, mais si en plus, même les trucs les plus élémentaires, grande cause du quinquennat, et on a des mecs, des mecs accusés de viol dans le gouvernement, non, mais, Allez, ça… et puis bah, tu parlais, Catherine, de ce qui se passait au Canada. Là, ce week-end aussi, l'autre événement, c'était en Espagne. Les Espagnols ont durci la loi sur la lutte contre le viol, le consentement gravé dans la loi. C'est ce qui s'est passé en Espagne avec
seul un oui est un oui. Ça, c'est maintenant gravé dans la loi en Espagne. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à apprendre de ce qui se passe en Espagne. Oui, ce que j'allais te dire, c'est que c'est quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en Espagne ou ce qui se passe en Angleterre, sur d'autres terrains, mais on se rend compte qu'il y a des progrès qui sont en train de se faire en Europe sur la question de la reconnaissance des exigences et du droit des femmes, qui est en France, mais on en est encore à se Ouais, battre loin. sur l'idée du consentement. Mais c'est dingue, hein. Franchement, c'est… Enfin, je sais pas, ça me rend profondément triste. Et ouais, révoltant aussi. Triste et Oui, révoltant. oui, mais pitié, quoi. Allez, on va passer aux législatives. J'avais envie de vous interroger tous les deux, d'avoir votre sentiment sur cette campagne des législatives. S'y a-t-il campagne d'ailleurs, parce que dans à peine 10 jours, on va être amené à voter aux élections législatives. On a dit plusieurs fois dans les débriefs l'habileté politique qui avait été celle de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir politisé la campagne des législatives et d'une certaine manière aussi personnifié l'élection législative parce qu'il a demandé aux électeurs de voter pour lui comme Premier ministre. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop maintenant, Jean-Luc Mélenchon? Je lis d'interview en interview. Il surjoue ce côté je vais être Premier ministre. Alors, on peut le croire, évidemment, les sondages sont intéressants en ce sens. Hein. La NUPES est quasiment au coude à coude avec la grande famille de Renaissance, en passant par Horizon, des macronistes. Donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, tout est jouable. Bon, après, dans la répartition des sièges, ça risque d'être un peu plus compliqué sur les circonscriptions. Mais je ne sais plus, dans l'Express, je crois, je lisais une interview de Jean-Luc Mélenchon où il disait qu'il préférait maintenant les jardins de Matignon à ceux de l'Élysée. Enfin, je trouve ça, franchement, autant au début, j'ai trouvé ça, mais chapeau, quoi, mettre la matière de faire de la politique. Je trouve que ça décrédibilise presque la manière dont il est rentré dans cette campagne, je trouve. C'est trop, quoi. Et en même temps, comme il n'y a pas de campagne, j'ai l'impression, je sais pas où se joue la campagne des législatives. Alors si, sur le terrain, sans doute, à chacune des circonscriptions. Et là, je pense que les insoumis, les communistes, les socialistes, les écologistes font le taf parce que je le vois passer, on a des informations. Mais sur un plan national, on n'entend que Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, je trouve que autant ça a pu marcher. Bon, c'est mon sentiment, hein, je vais me faire dégommer par nos amis qui nous regardent, mais autant au début, j'ai vraiment coup de mec. Autant là, je trouve qu'à trop en faire, ça décrédibilise l'idée qui était la sienne de départ d'intéresser les Français à ce scrutin, parce que son intérêt à lui, évidemment, l'intérêt de la NUP, c'est quand même qu'il y ait une participation massive pour créer des contextes de triangulaire et avoir le maximum de députés. Bah, c'est d'autant plus vrai que, alors déjà, à rappeler qu'il y a quand même une campagne sur le terrain. Moi, j'ai fait genre, quelques marchés la semaine dernière. Enfin, je suis passé dans la rue aux sorties de métro. Alors, moi, je suis parisien et on travaille à mon regard est à Montreuil. Et je vois aux sorties de métro les candidats et les militants de la NUPES qui sont quand même très mobilisés. Je vois sur les réseaux sociaux tous les déplacements de tous les candidats et de toutes les candidates. Donc, il y a quand même une mobilisation à ce niveau-là. Après, ce dont tu parles, Pierre, à mon avis, c'est plutôt au niveau national, c'est-à-dire ce qu'on entend à la fois sur France Inter, sur France Info, qu'on peut voir à la télévision sur BFM. Moi, je te parle de la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon, qui consiste de Jean-Luc Mélenchon, exactement. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, en gros, c'est de répéter, comme tu le dis, à l'envi qu'il faut qu'il soit Premier ministre. D'ailleurs, il est sur toutes les affiches, ou presque. Hein. Il n'y a que quelques candidats et candidates qui ont fait le choix de ne pas mettre Jean-Luc Mélenchon, mais la plupart qui viennent d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste ou du Parti Communiste ont collé la tête de Jean-Luc Mélenchon, parfois à égalité, hein, à la même taille que la leur. C'est une stratégie comme une autre. Hein. Je sais pas, je sais pas exactement ce que ça vaut en termes de communication. Mais je me suis mal fait comprendre, Pablo. Je me suis mal fait comprendre. Et la deuxième chose, je me suis mal fait comprendre parce que j'ai le sentiment d'avoir dit quelque chose que je n'ai pas dit. Ce que je crois, c'est que la stratégie qui était celle de Jean-Luc Mélenchon de rentrer en campagne, de politiser la campagne, de dire je veux être Premier ministre et vous allez m'élire Premier ministre, je trouve que c'était excellent sur un plan politique. Il a continué, il a dit il y a la possibilité d'avoir une majorité, il y a la possibilité d'avoir un accord de gouvernement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé la NUPES. Et ça, c'était une séquence mais parfaite. Mais ce que je veux dire, d'interview en interview, expliquer qu'il préfère les jardins de Matignon aux jardins de l'Élysée. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté assez ubuesque dans la manière dont… Ça, c'est une blague. Non. Mais moi, attends, parce que j'allais quand même aller dans ton sens. C'est parce que je trouve que tous les porte-paroles de la NUPES qui parlent au niveau national, en fait, ne font que répéter la même chose depuis le début, c'est-à-dire le SMIC à 1400, puis à 1500
euros, la retraite à 60 ans, et puis il y a un troisième point. Et il répète que ces 3 points. Et en fait, au bout d'un moment, et c'est là que je rejoins un Tu peu devrais être content, toi, tu es Pierre, un fan de c'est-à-dire la que, en stratégie de fait, Ocasio-Cortez. non, bah, la stratégie de Ocasio-Cortez, c'est pas réputé toujours la même chose, tu vois. Voilà, C'est c'était plutôt, en fait, les je quatre pense que points. c'est compliqué. Oui, mais c'est les 4 points portés par une députée. Et en fait, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que tous les députés répètent un peu la même chose. J'en ai interviewé plusieurs dans la midinale et ils me répètent sans arrêt toujours ces 3 points. Bon, j'ai compris que c'est 3 points importants. Et de la même manière, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il intervient, rappelle en fait sans arrêt ces 3 points. Mais ça, c'est aussi un problème de la façon dont c'est présenté par les médias, sûrement nous compris. C'est que, et on remarque, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais le programme de la NUPES est quand même hyper intéressant, à la fois dans son élaboration et dans ce à quoi il a abouti. Ça intéresse pas beaucoup les journalistes a priori de France Inter, de France Info et de BFM TV ou du Monde, qui préfèrent effectivement interviewer Jean-Luc Mélenchon sur quel jardin il préfère. Bon, ça, c'est les joies des campagnes politiques. Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément, et la France Insoumise et la NUPES ne sont pas forcément maîtres de tout ce qui se passe, encore heureux d'ailleurs, en matière médiatique. Après, je vois qu'ils essayent de parler d'autre chose, mais bah, parfois c'est un peu compliqué, surtout quand ils répètent, encore une fois, moi ce truc sur le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, en fait, bon, je pense que tout le monde a compris que s'ils votent NUPES, c'est ce qu'on aurait dès les premiers jours du quinquennat. Après, raconter d'autres histoires, parler comme par exemple Jean-Luc Mélenchon a réussi à le faire dans la campagne présidentielle cette fois-ci, de la mer, de l'espace, parler de la façon dont on envisage notre rapport entre nous et aux êtres vivants. Je pense que c'est un peu plus difficile à le faire dans le contexte des législatives, parce que précisément dans le contexte des présidentielles, tout était tourné sur lui, sur son récit, etc. Là, tout d'un coup, la parole est démultipliée et quand même, et j'en finirai là-dessus, la France insoumise, qui est quand même centrale dans l'accord de la NUPES, a la particularité de réussir à produire des éléments de langage qui viennent d'en haut et qui sont immédiatement ingurgités, incorporés par l'ensemble des militants. Et donc, du coup, qui, tout d'un coup, ont la parole et ont une parole légitime puisqu'ils sont candidats. Et c'est ce rapport-là qui, parfois, à la fois sur les réseaux sociaux ou lorsqu'ils sont interviewés, moi, je regarde parfois François Région, enfin, délocalisé, je vois les différents candidats qui répètent toujours la même chose. Enfin, voilà, il y a un peu un effet de hypnotique où on se dit, oh là là là, en fait, ils racontent tous la même chose, c'est tous les mêmes. Enfin, mais ça reste une stratégie. On va voir si elle portera ses fruits fin juin prochain. Le gros danger qui se profile, c'est l'abstention. L'abstention très forte et particulièrement forte dans la jeunesse qui a beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon et d'une façon générale les milieux populaires qui n'ont pas voté que Jean-Luc Mélenchon, comme chacun sait, mais aussi Marine Le Pen. Donc, tous les deux sont devant ce danger. Donc, ils ont absolument besoin de remobiliser leur électorat. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire dans la dentelle. Que c'est en effet, comme tu viens de dire, pendant la campagne législative, en plus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat contradictoire. Donc, pendant la campagne législative, il faut marteler sa ligne. Donc, moi, je vais te dire, je trouve que le présidentialisme était un peu trop fort, c'est-à-dire l'idée que la reine de toutes les batailles, c'est la présidentielle et que c'est le président de la République qui décide de tout. Moi, je n'y croyais pas complètement, même, je veux dire, je n'y croyais pas du tout. Donc, je trouve nettement plus intéressant d'avoir une posture parlementariste qu'une posture présidentialiste. Donc, ça ne me gêne pas que Jean-Luc Mélenchon se repositionne. De toute façon, c'est cette campagne-là qu'il faut faire. Donc, c'est cette campagne-là qu'il faut valoriser. Et le fait qu'il répète sans arrêt les mêmes items, les 2-3 items forts, on peut battre Macron, ça c'est l'item politique majeur, et vous n'êtes pas obligé de supporter les catastrophes sociales qui vous menacent de faire. Voilà, c'est donc la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500, il est possible de vivre mieux et pas simplement de vivre moins, de plus en plus mal et de plus en plus difficilement. Moi, je trouve que ça me paraît se tenir compte tenu de l'enjeu d'abstention et de mobilisation
d'un électorat qui, s'il fait défaut, ça ne sera pas la même. Hein. S'il se mobilise ou s'il fait défaut, de toute façon, ce que tout le monde sait à peu près, c'est qu'on ne va pas convaincre des gens qui ont voté Emmanuel Macron de voter Jean-Luc Mélenchon. Et Emmanuel Macron ne convaincra pas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter pour lui, etc. Donc, la seule question, c'est de mobiliser son camp. C'est ça qui sera déterminant. Et donc, pour cela, ils font de l'efficace, de l'abattage en répétant les thèmes qui leur semblent être les plus porteurs dans le moment. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres stratégies possibles et elle est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Dans Moi, ça ne me choque pas. Oui, des fois, ça peut être… Non, mais dans l'efficacité, je m'attendais à ce qu'il y ait des démonstrations de force qui rappellent à des grandes mobilisations de rue, ou voire des meetings communs, des choses qu'on n'a pas vues depuis des années et des années, des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vais citer que des mecs, parce que c'est que des mecs, mais Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, Fabien Roussel et Olivier Faure. C'est vrai que des meetings comme ça, c'est des meetings qui me donnent à voir ce qu'est la NUPES et qui sont en dynamique ensemble. Et j'ai le sentiment que chacun fait dans son coin, chacun fait de manière. Et d'ailleurs, les candidatures de législatives, c'est des socialistes. C'est vrai. Oui. Tu as raison qu'il n'y a pas de mise en scène du collectif depuis le 7 mai, depuis la convention d'investiture. Probablement que ça manque, mais je pense que ça se fait quand même un peu dans les circos. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réunions, elles vont se tenir plutôt maintenant, à partir de maintenant, la semaine prochaine essentiellement. Voilà. Allez, on parle d'Olivier Faure, je le disais tout à l'heure, le Monde fait un papier, un long portrait pour savoir si Olivier Faure est le sauveur ou le fossoyeur du Parti socialiste, parce qu'évidemment, même s'il a obtenu une majorité sur l'accord qu'il a obtenu avec la NUPES, au sein de la famille des socialistes, ça va pas très très fort. Hein. Il y a quand même pas mal de broncas au sein de la famille socialiste pour créer une dissidence, pour dire qu'il a eu tort de faire cet accord, qu'il se fait bouffer par la France insoumise, que c'est beaucoup de reniement, de compromission, bref, il y a une machine à l'intérieur du Parti socialiste qui se met en place, met en route pour sans doute faire tomber Faure en fonction aussi des résultats des législatives. Le papier du Monde laisse entendre qu'Olivier Faure, il pourrait avoir en tête que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas un si bon score que ça, mais que le Parti socialiste s'en sort pas si mal non plus et que lui, il pourrait avoir une carte à jouer. Personnellement, je la fais courte, mais moi, je suis plutôt de l'avis que Olivier Faure, il n'avait pas d'autre choix que de faire cet accord, qu'il l'a fait et que c'est assez courageux que de l'avoir supporté, de l'avoir porté et de l'avoir vendu et de l'avoir défendu au Parti socialiste et qu'il est plutôt celui qui aura sauvé déjà peut-être la machine socialiste, mais aussi l'honneur des socialistes. Bon, ça n'est que mon avis. C'est à vous. Moi, si je peux prendre la parole. Vas-y. Non, vas-y, bon, vas-y. Juste pour commencer, moi déjà, j'ai lu le papier du Monde, qui est un long portrait d'Olivier Faure. Moi, je ne crois pas trop que la question aujourd'hui au Parti socialiste ce soit la question d'une personne, en fait. Et ce n'est pas le choix juste d'Olivier Faure. Le Parti socialiste, je pense qu'aujourd'hui, il est engagé dans une profonde refondation, qui était une refondation qui était nécessaire d'abord au vu de ce qui s'est passé pendant le quinquennat Hollande, après, à cause du score à la fois de Benoît Hamon en 2017 et de celui catastrophique, encore plus catastrophique que celui de 2017 d'Anne Hidalgo, du repli aussi. Enfin, ils avaient, même s'ils ont réussi à conserver des villes, etc., et notamment d'ailleurs plus des petites villes que des grosses villes aux dernières municipales, ils se sont quand même rétractés. Donc, on est dans un parti en rétractation. Donc, c'est un parti qui se cherche et qui recherche où trouver son souffle. En gros, il y a plusieurs choix en fait qui s'offrent au Parti socialiste, et l'un des choix c'était de réaffirmer l'ancrage du Parti socialiste dans la gauche de transformation sociale. Ce qu'il a été, il fut un temps et qu'il avait un peu oublié en fait, qu'il appartenait à cette grande famille-là. C'est le choix qui a été fait par Olivier Faure, mais qui a aussi été fait par une majorité de gens au bureau national du Parti socialiste. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il a eu une large majorité qui ont validé ce choix qui avait été pensé. Je ne sais même pas s'il a été pensé en premier par Olivier Faure, mais en tout cas, voilà, c'est ce vers quoi il est allé. Il s'avère que, comme tu l'as suggéré, Pierre, il y a une partie des membres du Parti socialiste qui ne sont pas d'accord avec ces orientations. C'est Carole Delga, Bernard Cazeneuve, François Hollande, enfin toute cette ancienne génération, notamment qui a porté François Hollande pendant tout son quinquennat, même si Carole Delga, c'est un peu
une nouvelle façon en fait d'envisager, à mon avis, la Hollandie un peu retransformée, un peu plus avec d'autres axes, etc. Mais voilà, globalement, tous ces gens en fait se retrouvent un peu chagrinés que ça parte un peu trop à gauche pour eux. Et le fait est qu'il y a une majorité qui a voté pour l'alliance avec la NUPES. Donc maintenant, il va falloir qu'ils fassent avec. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir un schisme ou est-ce qu'ils vont réussir à rester unis, c'est-à-dire et à accepter en fait que Carole Delga accepte que dans un accord, il y ait aussi Jean-Luc Mélenchon. Je pense pas. Je pense qu'elle va pouvoir faire ils vont se restructurer en fait à l'écart de ça. Mais la question, à mon avis, primordiale, c'est de savoir si la bande de Delga, Bernard Cazeneuve et François Hollande, est-ce qu'ils vont réussir, eux, à s'unir entre eux? Et ensuite, s'ils s'unissent entre eux, est-ce qu'ils vont réussir à être autonomes ou bien est-ce qu'ils vont se rattacher, bon an, mal an, à la Macronie? Ce qui, à mon avis, pose beaucoup de questions de fond quant à ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui en France et comment elle peut se réinventer. Allez, Catherine, le mot de la fin pour toi. Oui, oui, moi je pense qu'ils vont essayer, en effet, ceux qui sont les opposants d'Olivier Faure vont essayer de se regrouper et vont aller vers la scission. Moi, je ne vois pas comment on peut éviter une scission au Parti socialiste. Donc, il va y avoir une scission avec un groupe qui va avoir bien du mal à expliquer, à constituer une identité politique distincte de la Macronie. Je pense que leur objectif, c'est de reconstituer une social-démocratie, social-libérale. Finalement, ça existe en Angleterre, donc ça peut aussi exister en France. Je veux dire, le social-libéralisme, ça a un espace. Le problème, c'est que Macron, il mange quand même pas mal sur ses plates-bandes. Voilà, ça ne va pas être une affaire très simple. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils n'auront pas la machine. Oui, mais bon… L'appareil. Ouais, c'est un petit appareil quand même. Je ne sais pas, j'ai vu dans Le Monde, le papier dit qu'ils ont 20 000 adhérents. Et du point de vue des élus, des grands élus, il y a une partie qui va être… je pense que ça va un peu se partager. Probablement la majorité… Oui, probablement que la majorité des grands élus vont se tourner plutôt du côté de Olivier Faure, non pas par légitimisme, mais parce que là, il y a vraiment des conflits de légitimité. Je pense que François Hollande a aussi une légitimité socialiste, donc ce n'est pas ça qui va être déterminant, c'est que plutôt l'électorat de gauche voulait cet accord, et comme l'a dit Olivier Faure, tant qu'il ne l'avait pas fait, le Parti socialiste n'était plus audible. On n'arrivait plus à entendre le Parti socialiste, il était renié partout et tout le monde mettait des ceintures de sécurité, des protections pour ne pas avoir affaire à eux. Donc, moi, je pense que les grands élus vont plutôt pencher du côté d'Olivier Faure, mais une partie quand même va aller du côté de… quand on écoute bien la campagne qu'a faite Anne Hidalgo, c'était quand même une campagne, moi je la trouve très Carole Delga compatible. D'ailleurs, Carole Delga était sa porte-parole. Donc, ça me semble pouvoir se matcher. Moi, ce qui me semble qui va être décisif, c'est que c'est la posture que va prendre la majorité des socialistes, donc de se réancrer à gauche. Et je vois déjà, moi j'ai noté cette semaine une contribution assez longue d'un groupe de dirigeants socialistes, pas les plus connus, mais emmenés par Père Elbad, qui était l'ancien patron du Crédit Lyonnais et qui a monté un espèce de think tank social-démocrate. Et c'est un article assez intéressant qui ne se positionne pas sur des enjeux politiques d'alliance ou de pas alliance avec la NUPES, mais qui essaye d'apporter une contribution sur qu'est-ce que ça peut être un projet social-démocrate transformateur aujourd'hui. Et il me semble que le fait que Olivier Faure se dégage de la gang social-libérale et du bilan de Hollande et de Manuel Valls, ça va pouvoir libérer un certain nombre de contributions de cette sorte et sur lequel moi j'attends qu'on fasse le débat. C'est-à-dire que ce que dit Père Elbad, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est intéressant et il va falloir en discuter. La gauche n'est pas homogène
autour d'une seule approche. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'elle le soit. Je pense que la gauche, elle est toujours avec des pôles qui sont entre eux en tension. Et c'est ça qui en fait sa dynamique et qui l'oblige à avancer et à aller plus loin que soit une radicalité un peu abstraite et inefficace, soit une respectabilité, gouvernementalité qui ne change rien à rien et qui trahit au total. Allez, on verra ça plus une autre fois. On en reparlera plein d'autres fois sans doute. On a fini Bon notre temps dimanche. là. Ciao. Bon Ciao, dimanche. ciao.